Une zone pavillonnaire dans la banlieue est de Londres. Bilal Hama rentre chez lui. Depuis près d'un an, il vit dans ce quartier tranquille. Avec Bilal, nous nous sommes déjà rencontrés. C'était il y a 3 ans. Je le croisais pour la première fois dans un camp de migrants à côté de Dunkerque. On a une tente, un bout de tôle. C'est quel genre de vie ça? Comment on se lave? Comment on va aux toilettes? Comment on mange? Depuis, il a traversé la Manche et espère obtenir un statut de réfugié au Royaume-Uni. En attendant, interdiction de travailler. Le gouvernement britannique l'héberge dans une maison qu'il partage avec 3 autres demandeurs d'asile. La dernière fois qu'on s'est vu, tu vivais dans une tente en France. Aujourd'hui, tu as une maison. Qu'est-ce que ça te fait? Oui, c'est bien. Quand un migrant quitte sa tente pour une maison, il est forcément content. Et ici, c'est ton quartier, tu as un voisinage. Est-ce que tu connais tes voisins? Non, pas du tout. Je n'ai jamais rencontré un voisin en 11 mois de vie ici. Tu les as jamais vus? Non, enfin on les croise, mais je les connais pas. On n'a aucune relation. Au Moyen-Orient, dans les pays musulmans, on a une très forte relation avec les voisins, avec la famille aussi. Mais ici en Occident, et particulièrement en Angleterre, c'est différent. C'est difficile, mais qu'est-ce que tu peux faire? On ne choisit pas. Alors, où sont mes clés? La première porte est ouverte, la seconde aussi. Tu vois, c'est très sécurisé. Ce jour-là, dans sa boîte aux lettres, des nouvelles du Home Office. Le ministère de l'Intérieur britannique en charge de la situation des migrants. C'est à propos de mon dossier. Peut-être que j'aurai de la chance, peut-être pas. Il espère une réponse à sa demande d'asile. C'est à propos de mon allocation. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Faux espoir. L'administration lui notifie la baisse de l'allocation qu'il reçoit pendant le traitement de son dossier. Déçu, Bilal ne sait toujours pas s'il sera un jour réfugié légal au Royaume-Uni. Mon dernier entretien, c'était à la fin du mois de mars 2021. Ça fait 1 an et 7 mois et j'attends encore. Pour certains, ça prend juste 1 ou 2 mois. Pour d'autres, ça prend 10, 11, voire même 12 ans avant d'avoir une réponse. Alors moi, je préfère demander à Dieu de m'aider. Une prière, comme un espoir pendant ces longs mois d'attente. Douvres la porte d'entrée du Royaume-Uni. Lorsque les habitants se baignent, que la mer est calme, les sauveteurs, eux, sont en état d'alerte. Breathing? Breathing, yeah, breathing, walking. Okay, you're on the lifeboat, okay? Ce jour-là, plus de 300 migrants sont secourus en mer. C'est une image que le Royaume-Uni refuse de montrer. De loin, nous ne verrons que ces quelques silhouettes descendre du bateau. Il nous est interdit de filmer. L'arrivée de migrants sur le territoire alimente les polémiques. Derrière ces portes noires érigées il y a 3 mois, les demandes d'asile sont enregistrées, une par une. Parfois, certains bateaux ne sont pas interceptés par les autorités et s'échouent directement sur ces plages. Les migrants prennent alors la fuite, direction ces collines du nord de Douvres, les mêmes qui abritent le quartier populaire et paisible de Highcliffe. Une situation intenable pour les habitants, premier témoin de ces arrivées illégales. Lisa vit ici depuis toujours, une petite maison qu'elle partage avec ses 2 fils. Je me sens en colère. Tu sais, ils peuvent rentrer chez toi. Ils peuvent avoir un flingue, enfin un couteau, et donc t'attaquer facilement. Vous avez peur? Bien sûr que j'ai peur. Ça peut arriver. C'est là, ils sont partis en courant vers là-bas.
dans les collines, et quelques habitants ont essayé de les poursuivre. Elle tient à nous montrer ces vidéos partagées sur un groupe entre voisins. Approximately 30 migrants this morning leaving Shakespeare Beach. Be careful, guys. Make sure everything's locked up. Les passeurs font beaucoup d'argent avec ça. Et les gens qui traversent pensent que ici c'est l'Eldorado. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Beaucoup de familles luttent ici, on a des problèmes financiers. Le gouvernement doit vraiment agir et faire quelque chose pour régler ça. Cette année, près de 40 000 personnes ont traversé la Manche dans des embarcations. Un record. Le gouvernement les place d'abord en détention pour quelques jours, afin de vérifier leur identité. Ils sont ensuite conduits dans des hôtels plus ou moins insalubres ou dans ces centres de transit. Ici, 16 bâtiments composent les Napier Barracks, une caserne militaire désaffectée depuis 2015. Un résident accepte de filmer pour nous ses conditions de vie à l'intérieur. C'est interdit, alors nous préservons son anonymat. Ça fait juste 3 ou 4 mètres. On a un petit carré chacun. Ici, il fait très chaud et je ne peux pas éteindre le chauffage. Le régulateur ne marche pas. Je transpire tout le temps parce que je suis juste à côté du chauffage. Et j'ai une fenêtre ici, mais ça ne suffit pas vraiment. Un confort sommaire, des dortoirs en commun, une buanderie et même une cantine. Plus de 350 migrants sont hébergés ici, un mois en moyenne, en attente d'un relogement. Une vie en communauté, avec le terrain de football voisin comme point de rencontre. Chaque résident reçoit aussi une allocation versée par le gouvernement, via cette carte. Alors l'épicerie du quartier voit arriver toujours plus de clients. On a 8 livres par semaine sur la carte et on peut seulement acheter de la nourriture. Des fois, le crédit est épuisé au bout d'1 ou 2 jours parce que tout coûte très cher ici. On prend quelques trucs au magasin et on n'a déjà plus rien. Et en plus, on ne peut pas acheter de vêtements ni de chaussures. Alors à la nuit tombée, les associations tentent d'améliorer le quotidien. Hello, how are you? Your name, please? Mohammed Issa or Issa? Issa Abdulrahman. Issa Abdulrahman. Okay. So, that's great. So do you want a soap? Yeah. Take a soap and then go to Julie for your underwear and she will give you a bag. One. Une cinquantaine de personnes bénéficient de la distribution ce soir-là. Parmi eux, Idriss, un Soudanais, arrivé il y a 1 mois. Il tient à aider. Faute d'éclairage public, il s'occupe de la lumière. On a enfin trouvé la paix ici. J'aimerais vraiment rendre toute cette aide qu'on reçoit. Je suis reconnaissant, particulièrement envers cette dame. C'est ma reine. Grâce à elle, j'ai chaud alors qu'il fait froid. C'est elle qui m'a donné cette veste. Number 1. That's it, I've got my crown now. We need a queen, don't we? We lost the last one. So yeah, come to English tomorrow in Gardening in the morning. It's in Sandgate. Well, I personally and Kef Calais are Nous, on trouve quand même ça problématique que des gens soient logés dans des vieux baraquements militaires délabrés. À l'intérieur, c'est compliqué, surtout l'hiver. C'est pas chaud, c'est pas confortable. Donc les affaires d'hiver, c'est le plus important. En plus, ils doivent marcher longtemps pour aller en ville. Donc s'ils n'ont pas les bonnes chaussures l'hiver, c'est pas l'idéal. Cette semaine-là, plusieurs dizaines de migrants seront relogés, parfois dans des maisons partagées, comme celle de Bilal. Un confort qui reste fragile, il est toujours sans nouvelles de sa demande d'asile et craint le pire. Peu importe que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle,
En attendant, je suis nerveux tout le temps. Cet endroit, c'est du temporaire seulement. Et s'ils refusent ma demande, ils vont me mettre dehors et me dire de retourner au Kurdistan. Sauf que je ne peux pas. Donc ils me mettront à la rue et je devrai vivre dans l'illégalité. Sa peur, repartir de zéro, après des années passées sur les routes. J'ai traversé plus de 10 pays pendant près de 3 ans. Vous avez des doctorats en je ne sais quoi. Moi, j'ai un doctorat en comment passer des frontières. Et entre la France et l'Angleterre, Bilal se cache dans un camion, chargé ensuite sur un cargo. On avait eu l'information sur un bateau. Ce bateau doit partir en Angleterre. De nuit, passées dans le froid, sans sac de couchage. C'était très dur, vraiment. Tous mes doigts, surtout mes doigts de pied, étaient en train de geler. J'essaie d'oublier. Je fais mon maximum pour oublier. Mais parfois, certains souvenirs sont plus forts. Certains pays encore plus durs. Des images qui reviennent le hanter. Tu ne te contrôles pas, surtout la nuit dans les rêves. Parfois, je dors et je me retrouve en Serbie. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Et en fait, j'étais au Royaume-Uni. Quand j'y repense, je me dis que j'étais vraiment fou à cette époque. Mais c'est parce que tu es tellement dans une situation difficile que tu t'en fous de ta vie. Tu te dis, j'ai deux choix. J'essaie. Si je passe, c'est bon. Si je ne passe pas, je vais mourir. Alors tant pis. Lui aussi a frôlé la mort. Mais il a finalement obtenu le droit de recommencer sa vie au Royaume-Uni. En 2001, Ahmed Amiri a 11 ans et fuit l'Afghanistan avec sa famille. 18 mois de voyage pour enfin obtenir un statut de réfugié. Depuis, Ahmed est devenu écrivain et scénariste. Il raconte son exil. Là, on marche vers le Théâtre National de Londres, où ma pièce Le Petit Garçon aux deux cœurs est jouée en ce moment sur scène. Des rues de Kaboul au Théâtre National de Londres, un exemple de réussite pour des milliers de demandeurs d'asile. Beaucoup de gens m'envoient des mails ou des messages pour me dire à quel point cette histoire représente leur propre voyage. Et c'est vraiment sympa de se dire qu'une seule histoire peut représenter des millions de gens à travers le monde. Je voulais une histoire d'espoir pour tous les réfugiés, pour dire « ça va prendre du temps, ce sera difficile, mais vous allez vous installer et avoir une vie normale. » Une vie normale, marcher, libre, au bord de la Tamise. Cette année, le Royaume-Uni a examiné près de 15 000 dossiers de demandeurs d'asile. 76% ont reçu une réponse positive. De quoi renouveler l'espoir de Bilal, d'Idriss et de milliers d'autres personnes, toujours en attente de leur statut de réfugié.